Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous avec le continent africain. Alors pourquoi nous l'avons appelé la voix du continent? Car chaque pays, chaque nation, chaque ville a sa propre voix. Nous ici, sur Night TV International, on se veut porteur de votre voix, porteur de vos enjeux, porteur de vos exploits, porteur de votre histoire. Chaque émission, nous allons tenter de parcourir avec vous l'essentiel de l'actualité africaine. Nous parlerons également du cas par cas. Chaque nation aura une tribune ici à travers différentes éditions. Bref, nous serons avec vous pour ce rendez-vous régulier, car effectivement nous vous consacrons 3 rendez-vous par semaine, dont le premier donc commence ce samedi. Et aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons aborder avec vous l'actualité régionale, mais dans quelques instants. Et sans plus tarder, commençons avec une tournée de l'actualité africaine. Et bien évidemment, nous allons commencer d'ici en Égypte, car vous le savez, l'équipe nationale de football a reçu un accueil triomphal à son retour de la Coupe du Monde. Des milliers de supporters se sont rassemblés pour célébrer son parcours à l'aéroport de Al Amin. Le président Abdel Fattah el-Sisi doit également les recevoir ce matin et recevoir aussi le staff technique et administratif afin de les féliciter. Et on enchaîne avec cette nouvelle concernant le commandement général des forces armées et ministre de la Défense, le général d'armée Ashraf Salem Zahir, qui s'est entretenu avec le vice-ministre et ministre de la Défense de la République démocratique du Congo. En visite officielle donc en Égypte, les deux responsables ont réaffirmé leur volonté de poursuivre la coordination et de consolider le partenariat stratégique au service de la stabilité du continent africain. Et on parle du Soudan à présent. La situation continue de se dégrader sur place, sur les plans humanitaires, politiques, mais aussi sécuritaires. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, alerte sur une aggravation de l'épidémie du choléra, tandis que l'armée maintient ses conditions pour un cessez-le-feu. Par ailleurs, un rapport des Nations Unies accuse les forces de soutien rapide d'avoir commis à El Fasher des actes pouvant constituer un génocide. On quitte le Soudan pour l'Afrique du Sud, où le président Cyril Ramaphosa effectue une visite officielle en France du 10 au 12 juillet. Il doit s'entretenir avec son homologue français Emmanuel Macron et coprésider une réunion de l'UNESCO consacrée à l'amélioration de la qualité de l'éducation.
Au Mozambique, cette fois-ci, la Russie s'est dite prête à soutenir le Mozambique dans sa lutte contre le terrorisme dans la province de Cabo Delgado. En visite à Maputo, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a réaffirmé le soutien de Moscou aux autorités mozambicaines face à la menace terroriste. En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola poursuit sa progression avec l'apparition de nouveaux cas à Kisangani. Selon l'Africa CDC, plus de 1700 cas et près de 600 décès ont été recensés. Des essais thérapeutiques sont actuellement en cours. L'Afrique figure parmi les principaux producteurs mondiaux de diamants naturels. Du Botswana à la Namibie, en passant par l'Angola, la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud, cette pierre précieuse constitue une ressource stratégique pour plusieurs économies du continent. Les diamants se forment entre 150 et 200 km sous la surface de la Terre, sous l'effet de très fortes pressions et de températures extrêmement élevées. Ils sont ensuite transportés vers la surface par d'anciennes éruptions volcaniques avant d'être extraits dans des mines à ciel ouvert ou souterraines. Principalement utilisés dans la joaillerie, les diamants jouent également un rôle essentiel dans plusieurs secteurs industriels. Leur exceptionnelle dureté en fait un matériau indispensable à la fabrication d'outils de coupe, d'équipements de pression et de certaines technologies de pointe. La découverte d'importants gisements en Afrique du Sud en 1867 a marqué le début de l'essor de l'industrie moderne du diamant et a profondément transformé le marché mondial. Aujourd'hui encore, plusieurs pays africains figurent parmi les principaux producteurs de diamants naturels. Le Botswana est souvent cité comme un exemple de bonne gestion de cette ressource. Depuis la découverte de ses principaux gisements à la fin des années 1960, les revenus du diamant ont largement contribué au financement des infrastructures,
de l'éducation, des services de santé. Le pays est aujourd'hui l'un des premiers producteurs mondiaux de diamants en valeur. Au-delà de leur valeur commerciale, les diamants représentent un enjeu économique majeur pour plusieurs pays africains. Leur exploitation contribue aux exportations, aux recettes publiques et à l'emploi. Elle rappelle également que les ressources naturelles peuvent devenir un véritable levier de développement lorsqu'elles sont gérées de manière durable et transparente. Plus de 3 ans après le début du conflit, le Soudan demeure confronté à une crise qui ne cesse de s'aggraver. Les combats se poursuivent sur plusieurs fronts, tandis que la situation humanitaire et sanitaire continue de se détériorer en l'absence de perspectives immédiates de règlement politique. L'Organisation mondiale de la santé a récemment alerté sur une aggravation de l'épidémie de choléra. Selon l'agence onusienne, les affrontements en cours, les déplacements de population et le début de la saison des pluies favorisent la propagation de la maladie, alors que des millions de personnes ont un accès limité aux soins de santé et à l'eau potable. Sur le plan politique, les efforts diplomatiques peinent toujours à produire des résultats. L'armée soudanaise a indiqué qu'elle n'accepterait la proposition américaine de cesser le feu qu'à la condition d'un retrait complet des forces de soutien rapide des villes qu'elle contrôle, illustrant la persistance des divergences entre les deux parties. Parallèlement, un rapport de la mission internationale Indépendance d'établissement des fêtes des Nations Unies accuse les forces de soutien rapide d'avoir commis à El Fasher des actes pouvant constituer un génocide, notamment des massacres, des violences sexuelles et des déplacements forcés de population. Les forces de soutien rapide rejettent les accusations. Entre conflits armés, crise sanitaire et impasse politique, le Soudan continue ainsi de faire face à l'une des plus graves crises humanitaires au monde, tandis que les appels de la communauté internationale en faveur d'une désescalade se multiplient. Ce sera donc notre sujet principal de cette édition. Et pour en parler justement, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone Dr Samil Soleiman, qui est notre analyste politique. Bonjour. Bonjour. Alors justement, le Soudan traverse actuellement une crise politique, sécuritaire, mais surtout humanitaire. Comment évaluez-vous la situation au Soudan? Bien entendu, la situation actuelle au Soudan, elle est plus que critique. Elle montre un effondrement quasi total de l'État. Sur le plan sécuritaire, par exemple, le conflit armé oppose les forces armées soudanaises dirigées par le général Abdel Fattah al-Burhan aux forces de soutien rapide commandées par le général Hamidti. C'est profondément enraciné. La fragmentation du territoire est marquée avec des affrontements urbains et dans toutes les villes, dans tous les endroits. C'est très violent. Et c'est une extension des combats vers aussi Kordofan et à l'est du pays, et en plus vers Darfour. Sur le plan politique, il existe un vide institutionnel total, complet. Les institutions publiques sont paralysées. L'économie a régressé depuis 10 ans. Et la légitimité étatique est contestée au niveau national comme aussi au niveau de l'international. Sur le plan humanitaire, il s'agit de la plus importante crise de déplacement du monde. Il y a plus de 10 millions de personnes déplacées qui ont fui le combat, qui sont déplacées ou réfugiées, soit vers les pays voisins comme l'Égypte ou d'autres pays autour. Et il y a plus de la moitié de la population demande de l'aide d'urgence. Alors justement, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait faire revenir le calme au Soudan? C'est-à-dire, quelles sont les revendications et pourquoi, jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à rassembler tous les belligérants pour pouvoir trouver une solution durable au Soudan? La question, elle n'est pas si simple, parce que le rôle des organisations internationales est tout autour.
ne peut pas encore jouer pour favoriser un règlement de la crise soudanaise. Pour infléchir le cours de la crise, la communauté internationale et les organisations régionales comme la Ligue arabe ou Nations unies ou autres, il y a quelques voies pour agir. Il faut l'unification et médiation et harmoniser les efforts diplomatiques qui sont dispersés par-ci et par-là, sous une architecture de négociation unique, pour parler une seule voix face aux belligérants. Et puis l'application stricte de l'embargo sur les armes, d'entendre l'embargo sur les armes, l'ensemble du territoire soudanais. Donc il faut l'étendre sur toute la surface soudanaise et exercer aussi une pression directe sur les acteurs régionaux qui alimentent le conflit en équipement militaire. On sait aussi le rôle de l'Éthiopie, les Émirats arabes unis et d'autres pays, Israël, pour alimenter et mettre l'huile sur le feu. Et puis il faut aussi sanctionner les financiers ciblés, verser les réseaux financiers des deux camps. Donc, il faut afficher leurs avoirs de l'étranger, les réseaux commerciaux, les ressources de l'or, pour afficher financièrement leurs ressources. Et puis, soutien renforcé aux réseaux locaux. C'est-à-dire les réseaux locaux, il faut les soutenir, les financer directement, pas à travers des partis par-ci, par-là. Voilà quelques voies pour pouvoir voir si ça pourrait aboutir à quelque chose ou pas. Alors, Dr Samir Soleiman, en votre qualité d'analyste politique, comment expliquez-vous le silence international à la crise soudanaise? Un silence parce qu'il n'y en a pas de... Bon, comme les Nations Unies évoquent des graves violations de droit international, tout ça, et il n'y a pas de matière à s'intervenir sur le terrain. Et il faudra pouvoir, parce que cette crise représente des intérêts incertains aussi, ceux qui alimentent directement et indirectement la guerre, et ils exercent un rôle, une pression terrible sur les instances régionales et internationales. Il y a une pression juridique et sanctions de forces belligérantes. On peut le faire, mais le contexte est assez difficile et extrêmement compliqué pour impliquer sur des forces, parce que ce n'est pas des forces régulières comme le général Amiti, mais c'est des forces de rebelles qu'il est extrêmement important, extrêmement difficile d'impliquer ou d'imposer des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Alors, c'est vrai que la situation humanitaire est désastreuse, elle est catastrophique. Il y a eu énormément de déplacements, il y a une famine qui grandit jour après jour, des maladies qui se développent. Aujourd'hui, comment on pourrait gérer cette crise qui pourrait avoir des conséquences très importantes dans l'avenir, étant donné que ce flux migratoire va certainement, un jour ou l'autre, arriver jusqu'en Europe? Tout à fait. Donc il y a un certain problème, incompatibilité des objectifs militaires. Les deux fractions, elles veulent chacun annoncer une victoire totale. Elles ne veulent pas des accords intermédiaires. Donc bien que les nombreux canaux de médiation existaient, par exemple les efforts de Jeddah conduits par les États-Unis et l'Arabie Saoudite, et l'Union africaine, l'Égypte était mêlée aussi, tout ça n'a rien abouti. Lorsque les forces sont un peu équilibrées, les dommages collatéraux ils sont immenses. Les déplacés, comme vous l'avez dit, voisinent les 10 millions, et puis les opérations de massacre, d'agression sexuelle et de toute autre nature. Il n'y a plus d'infrastructures, il n'y a plus de réserve, il n'y a plus rien. L'État est au bord de la faillite totale et ça continue comme une guerre dans une jungle. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles. C'est là qu'il faut s'intervenir avec force
Mais qui pourra conduire ça et sacrifier pour amener des forces internationales, des forces d'opposition et prendre des décisions, des vraies décisions. Chacun, du moment que ça ne touche pas ses bordures, ses frontières, elle reste et condamne de loin ou de près et que des déclarations théoriques. Voilà, ça ne dépasse pas les déclarations orales. Il n'y a rien de vrai, il n'y a rien de réel sur le terrain. Et les deux combats commencent, les deux belligérants, à se faire alimenter en toute matière première, armes, munitions et autres, par les forces étrangères qu'on a citées, Israël, Éthiopie, Émirats arabes unis, ainsi de suite. Voilà, chacun essaie de trouver son compte. Alors, dans l'histoire moderne du Soudan, nous avons connu une division du territoire. Est-ce que ce ne serait pas le pire scénario envisageable, effectivement, suite à cette division interne? C'était pareil sur l'horizon. C'est de diviser le Soudan déjà. Il est déjà moitié parti avec le sud du Soudan. Et maintenant, le Soudan il peut être divisé parce que les deux belligérants ils sont des forces à peu près équilibrées. Chacun met la main sur des parties très importantes. Et c'était le plus probable à moyen terme. À court terme, il n'y a pas de solution, il n'y a aucun espoir de solution à court terme. Moyen terme, il est possible que chacun garde les parties du territoire qu'il a la main dessus à ses commandements. Et ça, qu'est-ce qu'il espoir sur l'horizon et qu'on pourra arriver à diviser le Soudan en deux parties, ce qui est encore le plus probable. Tout à fait, oui. Cette instabilité au Soudan et cette division flagrante n'est-elle pas un danger pour le reste du continent? Elle est certaine qu'elle est un risque pour les pays voisins et le continent entier. Si les autres pays n'arrivent pas à prendre des mesures strictes immédiatement, elle risque de s'étendre parce que l'exemple des rebelles comme les forces de soutien rapide, tout ça, il y en a un paquet. Il y a au Mali, il y en a dans d'autres pays, il y en a partout. Effectivement. On les voit partout et ça va se détendre comme un cancer. Si on n'a pas la force, les moyens économiques, militaires pour pouvoir mettre une pression et stopper immédiatement à court terme, je ne veux pas dire même pas à moyen terme, ils vont trouver le terrain est fertile pour pouvoir continuer avec leurs alliés de liberté, la même façon dans d'autres pays. Tout dépend de quel pays exactement. Mais je suis 100% d'accord qu'il risque de s'étendre à d'autres pays dans la région. Docteur Samil Soliman, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été des nôtres pour discuter du dossier soudanais. Effectivement, un dossier qui ne cesse de prendre de l'ampleur au vu du nombre de morts et de déplacés. Chaque jour, les chiffres sont en hausse malheureusement et aucune solution n'est encore trouvée pour mettre fin à cette crise. Voilà, c'est ainsi donc, très chers téléspectateurs, que prend fin cette édition de votre émission dédiée au continent. Très bonne suite de programme et je vous dis à très bientôt. Au revoir.